Le problème avec le climat, c'est que c'est quelque chose qui est lent et insidieux. Et donc les gens ne perçoivent pas forcément, à moins de grandes crises, des menaces qui sont pourtant tout à fait là. Ça brûle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Ça brûle avec Sandra Lavorel. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra Lavorel est directrice de recherche au CNRS et académicienne des sciences. Merci beaucoup de répondre à nos quelques questions. Alors j'aimerais juste commencer par poser la question de qu'est-ce que la crise du Covid change pour l'écologie d'un point de vue concret. Qu'est-ce qu'on a pu observer comme changement? Alors effectivement, cette période où les activités humaines ont été très très fortement réduites a été l'occasion d'une grande quiétude pour la nature. Et donc, en particulier, ce que l'on a observé, ce dont les gens ont été témoins dans les villes, c'est le fait que beaucoup d'espèces étaient finalement présentes en bord des villes et ont pu circuler plus librement. Alors peut-être certaines qui circulent parfois la nuit. On a beaucoup vu de vidéos de sangliers qui se promenaient en ville, y compris dans Paris. Ce sont des espèces qui sont présentes mais qui doivent se cacher habituellement. Et puis ce qui a été remarqué au niveau de la nature, bien sûr, c'est la baisse de la pollution de l'air, liée largement à la circulation, mais aussi aux activités industrielles. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que même si les impacts nets ne sont pas forcément énormes, c'est plutôt une révélation de cette nature qui est présente aux côtés des humains dans les lieux où nous vivons, en particulier en ville, où la nature passe souvent inaperçue. Très bien, je vois. Mais du coup, toute cette crise qui a créé une grosse mobilisation, qu'elle soit gouvernementale comme populaire, où les gens ont finalement été globalement en ordre de bataille autour de cette maladie, ou est-ce que finalement ça ne montre pas à quel point on a été inactif justement sur ces questions d'environnement et d'écologie? Et ce que cela montre effectivement, c'est que cette capacité à se mobiliser, elle n'a pas été pour l'instant sollicitée, mise en œuvre pour les questions environnementales. Alors pourquoi? C'est assez facile de dire que les gens ne se sentent peut-être pas autant menacés par les questions environnementales. On a vu des mobilisations pas de la même ampleur et pas à la même vitesse sur des questions par le passé, sur des questions de pollution. La plus classique, c'est la question de l'ozone. Donc il y a le traité de Montréal qui est toujours cité en exemple comme peut-être le seul traité qui ait si bien marché en environnement, où les États se sont vraiment accordés sur une réduction d'émissions de composés qui détruisaient la haute atmosphère. Le problème avec le climat, c'est que c'est quelque chose qui est lent et insidieux, et donc les gens ne perçoivent pas forcément, à moins de grandes crises, des menaces qui sont pourtant tout à fait là. Et de ce fait, donc, les moyens ne sont pas mis en face de cet enjeu. Mais du coup, on pourrait profiter de cette crise pour changer de modèle, de justement ce pivot-là de société qui a interrompu toute l'économie mondiale, qui nuit à l'écologie. C'est peut-être un moment de s'appuyer sur un petit changement des attentes que chacun peut avoir par rapport à sa vie, ce qu'on appelle de manière large les valeurs que chacun met autour de sa vie. Puisque ce que l'on sait très bien aussi, c'est un des plus grands obstacles au changement, ce sont les valeurs des gens, et ce sont les choses qui changent le plus lentement. Ça, on sait très bien. Les politiques mettent un certain temps à changer, mais c'est très faisable et c'est relativement rapide. Changer les valeurs des gens, c'est une autre paire de manches. Et donc, profiter du rebond sur cette crise pour engager des changements de valeurs. Et si l'on veut être très très prosaïque, on dit que les gens peuvent voter avec leur portefeuille autant qu'avec leur bulletin de vote, donc notamment une réorientation de la consommation de tout un chacun. Et c'est le moment en fait de réorienter les investissements. Effectivement, nous n'avons peut-être pas les moyens d'une transformation immédiate et aux échelles de temps qui sont requises pour un redémarrage de l'économie. En revanche, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est de dire, oui, pour reprendre rapidement, nous devons nous dédouaner des contraintes environnementales, donc sur le fonctionnement des industries et des filières. Oui, je vois très bien. Et donc, du coup, ça, c'est finalement la dernière question qu'on avait. Comment, individuellement, on peut changer ses valeurs, mais du coup, nos actions aussi? Comment quelqu'un qui regarde cette vidéo peut se dire, demain, je vais réussir à améliorer écologiquement mon quotidien? Voilà.
il y a des choses qui sont très faciles et qui peuvent être gagnant-gagnant. Hein. On sait que prendre les transports en commun, c'est quelque chose qui sera peut-être un petit peu dangereux dans l'avenir, il ne faut pas se le cacher. Donc prendre son vélo, marcher, ce sont d'autres options. Ça, ce qui est très intéressant, c'est là où on touche aux valeurs, c'est que ça amène aussi à une relation différente au temps. On est tous très pressés. Et pour citer un de mes jeunes collaborateurs, nous n'avons pas de temps pour la durabilité. Donc c'est le moment peut-être de se dire, eh bien effectivement, il y a des alternatives. Elles vont demander de reconfigurer tout bêtement sa journée parfois. Il y a tout ce qui concerne la consommation alimentaire, circuit court, l'accès aux produits locaux. Et le fait qu'en faisant cela, à nouveau, ce sont des solutions gagnant-gagnant, puisqu'on soutient à la fois l'économie locale et des productions qui peuvent être plus respectueuses de l'environnement. Très bien, merci beaucoup Sandra, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et on laisse tous nos auditeurs et ceux qui nous regardent améliorer leur empreinte écologique parce qu'il en va de notre avenir. Merci beaucoup Sandra. Merci. Ça brûle.